c'est un peu exagéré quand même le terme de retour d'expérience, hein. C'est plutôt un retour d'expérimentation, parce que c'est encore en cours de déploiement. Avant de parler du projet en lui-même, je voudrais juste refaire un peu de contexte avec des cartes. Donc Lorient Agglo, on est la troisième agglomération de Bretagne. C'est 210 000 habitants, 25 communes et 120 km de côte. Et sur ces 120 km de côte, on a à gérer, c'est une compétence, je crois, obligatoire, hein, des agglos maintenant, ce qu'on appelle la GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, ouais, je l'ai bien dit. Et nous, on a une problématique particulière liée aux submersions marines. Donc on a nos collègues de l'urbanisme, enfin du PCAET et d'autres services, ont fait un atlas de la résilience, dont sont issues les cartes que je vais vous présenter. Et donc cette carte-là, par exemple, présente les dommages liés aux tempêtes depuis 200 ans. Donc je ne vais pas vous la commenter en entier. Ce qu'on remarque, c'est que les dommages sont surtout localisés, malheureusement, dans des zones urbanisées, où, en gros, ce qui fait qu'on a des zones comme l'hôpital de Lorient qui sont impactées, des zones là où le transformateur électrique qui alimente Lorient qui est impacté, enfin, un certain nombre de zones qui sont aujourd'hui soumises à des tempêtes. Et on s'aperçoit sur les 30 dernières années qu'on a une augmentation assez importante de la fréquence de ces événements aussi. Là, sur cette carte-là, donc nous, nos collègues aujourd'hui surveillent tout ce qui est submersion, inondation, érosion côtière, et derrière interviennent pour résoudre ces problèmes-là. Et pour cette surveillance, on est assisté, donc c'était sur la diapo d'avant, tant pis, par le labo Géocéan de l'Université de Vannes, et qui met en place des dispositifs de surveillance. Donc on a à la fois des visites terrain, ou ce que vous voyez en bas à droite, qui est un dispositif qui a été inventé chez nous et qui se déploie un peu partout en France et dans le monde. C'est ce qu'on appelle le CoSnap. Donc c'est en fait juste un petit support sur la première photo, sur lequel les gens posent leur smartphone et prennent une photo. Et ces photos alimentent une base de données. Et on a tout le temps la même photo avec tout le temps le même cadre. Et ça permet de suivre le trait de côte. En fait, par analyse d'image derrière, le laboratoire peut suivre l'évolution des traits de côte. Donc là, c'était juste pour illustrer la différence. C'est la même plage hein, sur les deux photos. Quand il fait beau et quand il fait moins beau, c'est même pas une tempête, hein, ça c'est juste un coup de vent. Et on voit déjà qu'on a les vagues qui passent par-dessus la digue. Et donc sur cette carte-là, en fait, on a croisé à la fois les zones urbanisées, hein, où vous voyez les zones assurées, et les zones avec un scénario de plus 60 cm en 2100, qui seront sous l'eau. C'est les zones c'est quoi cette couleur? En rose foncé, là. Et ce dont on s'aperçoit, en fait, c'est qu'aujourd'hui, en gros, on aurait 22 000 habitants qui sont concernés par ces aléas de submersion marine, et de plus en plus, et ce qui fait à peu près 10% quand même de Lorient Agglo, ce qui n'est pas négligeable. Et donc nous, là-dessus, donc nos collègues interviennent, et on a certains sites, comme celui-ci, hein, L'Anse du Stol, qui, dans le projet que je vais présenter après, a été retenu comme site pilote, parce que c'est un site sur lequel on a énormément de données. C'est un site qui est suivi depuis 2008 par nos collègues de la GEMAPI et par le laboratoire Géocéan de Vannes. Et donc, on a aujourd'hui beaucoup de données. Donc, ça va nous permettre aussi d'avancer sur l'expérimentation qu'on est en train de faire. Et ce site-là, en fait, est assez représentatif aussi. Il est très urbanisé. Il est protégé, la grosse zone rose qu'on voit est protégée uniquement par une dune de sable. Et elle est face aux tempêtes. Hein. Et sur le côté droit, il y a une autre petite zone rose où là, en fait, c'est juste une digue qui protège un équipement, en fait, le centre de Carpape, en fait, entre autres, qui est un centre de rééducation pour personnes en situation de handicap. Et ces zones-là sont aujourd'hui très suivies, très soumises aux aléas climatiques. Et ça représente 310 bâtiments de personnes et à peu près 2000 personnes qui sont impactées par des submersions marines. Donc ce constat fait, aujourd'hui, nous, notre problématique, mis à part de connaître l'évolution de la côte, c'est aussi de savoir, quand se produit une tempête, quels endroits sur les 120 km vont être réellement impactés. Parce qu'en fonction de la marée, du sens du vent, de la force de la tempête, on n'aura pas les mêmes impacts partout. Et donc c'est pour ça que c'est un des volets du projet Celtic, qui veut dire Consortium d'expertise Lorient, territoire innovant et citoyen, puis c'est un petit peu un clin d'œil musical aussi, à notre super festival interceltique, qui regroupe, je ne vais pas tout détailler les cas d'usage, hein, mais sur le cas d'usage GEMAPI, on regroupe 3 partenaires du territoire, donc l'Université de Bretagne Sud, qui est avec le laboratoire Géocéan de Vannes, l'entreprise Wateco, qui est à Lanester, hein, qui est une commune du territoire,
et qui est un des principaux fabricants français de capteurs. Et puis la direction GEMAPI chez nous. Et en fait, aujourd'hui, ces 3 entités sont vraiment motivées par le projet, on peut le dire, et on va avancer comme ça. C'est-à-dire que Wateco va développer des capteurs, parce qu'on a constaté qu'il n'y en avait pas, en fait, pour faire ce qu'on voulait faire. L'Université de Bretagne, on va s'appuyer sur un postdoc et les données déjà emmagasinées pour calibrer les capteurs et valider les modèles. Et nous, après, on fournit aussi l'expertise métier et les sites d'expérimentation. Donc l'objectif final, c'est pas moi qui ai trouvé le nom, hein, c'est le laboratoire de l'Université de Vannes, où il y a un copyright sur jumeaux numériques de plage. À partir du moment où on a appelé ça comme ça passe partout maintenant. Donc l'idée, c'était d'avoir... Alors ce que j'ai représenté en rouge sur la carte, c'est les dispositifs existants. Donc le fameux COSTNAP, là, le petit support où on prend une photo de l'anse du stôle. Et puis les traits rouges, c'est des transects qui sont faits chaque mois en GPS pour vérifier la hauteur du sable par le laboratoire Géo-Océan. Et donc nous, sur cette plage-là, l'idée, c'est de comprendre le fonctionnement. Et donc comprendre le fonctionnement, ça nécessite d'abord de mettre une station météo. Donc ça, c'est un capteur qui existe, hein, elle va être installée dans 15 jours. Après, comprendre le fonctionnement, ça veut dire aussi comprendre le fonctionnement de la zone dunaire. Et donc là, on a des capteurs qui sont quasiment finalisés. Et on attend d'avoir des conditions optimales pour les installer sur la plage, parce que ça veut dire creuser une tranchée sur toute la largeur de la plage. Donc on ne fait pas ça pendant les vacances scolaires, c'est assez mal vu. Et on fait ça pendant les grandes marées, parce qu'il faut creuser à 2 mètres de profondeur, et creuser sur une plage, il y a de l'eau. Enfin, si vous avez déjà fait des châteaux de sable... Ah oui, ça y est là aussi, c'est cool. Mais j'aime bien comme ça, moi. Je suis pas beau ce profil. Donc, on enterre les châteaux de sable, on enterre les capteurs d'ensablement c'est ça, début avril, juste après les vacances, de façon à pouvoir valider le modèle. Et là, aujourd'hui, donc là, pour info, c'est 2 capteurs de pression, un capteur de pression totale et un capteur de pression d'eau. Et on espère, avec ces 2 mesures-là, être capable d'estimer au plus près la hauteur de sable à l'endroit où se situe le capteur. Et donc ça nous permettra de connaître de façon plus précise l'évolution de l'ensablement de cette côte. Vous voyez, juste derrière, il y a quand même un paquet de maisons qui sont directement impactées si le sable s'en va. Et aussi s'il y a trop de sable d'ailleurs, ça fait un tremplin et l'eau après le reste. Et après, dans cette zone-là, qui est vraiment notre site expérimental principal, je pense que c'est plutôt vers mai, on va installer des fissuromètres sur la digue pour mesurer, là aussi l'évolution des fissures sur les ouvrages, parce que tous ces ouvrages sont pleins de fissures. Alors les fissuromètres aujourd'hui ça existe, mais des fissuromètres qui résistent aux tempêtes et au milieu marin, c'est tout l'enjeu, plus un peu au vandalisme aussi, ça on verra. C'est tout l'enjeu qui a été mis sur Wateco en l'occurrence pour construire un capteur qui résiste à ces problèmes-là. Et sur cette zone-là, donc là c'est plus à l'horizon de la fin 2025, on veut aussi mesurer la hauteur d'eau, le sens et la hauteur de la houle et la fréquence de la houle dans la baie, afin de bien connaître cet aspect-là aussi du fonctionnement de la plage. Donc l'idée derrière tout ça, de ces capteurs-là, c'est de pouvoir donc avoir ces mesures, les étalonner à partir des données qu'on a déjà et qu'on connaît, la connaissance du milieu, pour comparer ces données temporelles qu'on aura par rapport à des données météo exogènes, type Météo France, horaire des marées et autres. Et ce qu'on espère, c'est par l'analyse comme ça, et peut-être de l'IA, parce qu'il faut bien en mettre quelque part, en tout cas des modèles mathématiques, ça revient un peu à ça, être capable de faire une corrélation entre des phénomènes météo à une échelle plus globale et ce qui se passe sur nos sites, nous, pour mieux être opérationnel en fait, quand on envoie des agents sur les sites. Et il y a un dernier capteur qui n'est pas présent sur ce site-là et qui est le plus avancé, celui que vous avez vu sur le stand là-bas. Il y a un monsieur là qui l'a même sous sa chaise, je ne vais pas balancer. Donc c'est un capteur de hauteur d'eau dans un étang et qu'on va installer, j'avais fait la démo à Toulouse, et qu'on va installer donc aujourd'hui dans un étang, et qui permet d'avoir la hauteur d'eau, pareil, en temps réel, pour une zone qui serait soumise aux différentes submersions. Et après, dans le projet aussi, parce que c'est un peu le cœur du projet Celtic, on veut aussi rendre aux citoyens les données qui pourraient l'intéresser. Donc on ne va pas envoyer l'ensablement, ça n'a pas d'intérêt pour le particulier. En revanche, toutes les données de houle et de météo
C'est des données qu'on va ressortir en open data pour nos amis surfeurs et même tous les gens qui utilisent en fait notre littoral pour leurs activités de loisirs ou même leurs activités professionnelles d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on est en phase encore de développement des capteurs et on espère bien avoir ce site-là complètement installé avec tous ces capteurs avant la fin 2025. Voilà. Et pour pouvoir commencer à emmagasiner des données et travailler sur la partie un peu plus complexe de modèles de prédiction. Et on s'appuie sur du LoRa. Je ne l'ai pas dit, mais c'est écrit là. Et la plateforme de traitement de données, c'est la plateforme Hexadon qu'on utilise comme quelques autres collectivités ici. J'ai terminé. Donc si vous avez des questions... Je vais j'en poser une. Pour l'expérimentation de sciences participatives, est-ce que les habitants jouent vraiment le jeu d'aller prendre les photos régulièrement ? La plupart des sites sont aussi des sites touristiques. Donc on a quand même énormément de gens qui prennent des photos. Et puis tout est compilé dans ce qu'on appelle l'Observatoire citoyen du littoral morbihanais. Donc tout est accessible. Alors le site, je ne vous le cache pas, n'est pas hyper bien fait. C'est un peu galère pour retrouver les photos, mais elles sont toutes accessibles et ils font même sur des périodes des mini-vidéos où n'importe qui peut voir au moins toutes ces photos les unes derrière les autres chronologiquement. Donc c'est assez intéressant. Et derrière, elles sont vraiment exploitées. C'est-à-dire que en fait, ils mesurent la laisse de mer, en fait, l'endroit jusqu'où va la mer à chaque période, puisqu'il s'est corrélé aux horaires de marée, et c'est vraiment utilisé. Et c'est utilisé à tel point que c'est un dispositif qui est extrêmement disséminé aujourd'hui, hein, que ce soit dans les Hauts-de-France, dans le sud de la France, mais même dans d'autres pays, parce que ça ne coûte pas grand-chose, et généralement, c'est mis avec un angle sympa, et donc les gens sont assez enclins à s'en servir pour faire des photos. Et c'est pas du tout vandalisé, pour le coup. Après, c'est compliqué, il faut taper dessus fort. Mais oui, c'est vraiment utilisé. Et après, sur des sites comme ça, donc on a toute cette technologie embarquée et autres. Mais il faut savoir que sur l'Anse du Stôle, par exemple, on a aussi ce qu'ils appellent des systèmes qui s'appuient sur la nature. C'est-à-dire qu'on a mis en place ce qu'on appelle des algobox. C'est-à-dire c'est des ganivelles qui sont implantées et le sable, en fait, vient charger ces endroits et ça se transforme en dune. Et ça, c'est pareil, on a un site où on a un COSNAP et on peut voir réellement l'efficacité de ces dispositifs-là. Donc c'est un mélange entre technologie et puis pas de technologie. Bon, merci pour la présentation, Roger.